Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo, tout d'abord une information sur l'actualité Rolex, ensuite une vente mémorable qui aura lieu à New York au mois de juin sur une des dernières Newman portées par le grand acteur, et enfin nous allons vous raconter la fabuleuse histoire des GMT Pepsi. Tout d'abord, première info, le bilan 2022 de Rolex, 9 milliards 3. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué en 2022 1 200 000 montres. Donc notre pronostic a l'air de se réaliser. C'est-à-dire que je pense qu'en 2024, ils toucheront les 2 millions ou 1,8 million. Ces chiffres-là nous montrent bien que Rolex a lancé une fabrication de façon à servir le monde entier. Nous pensons en 2024 qu'il n'y aura plus de pénurie comme aujourd'hui. C'est-à-dire que les vitrines Rolex, vous aurez le choix. Donc je dis à mes clients, soyez patients, n'achetez pas des montres plus chères que le prix du neuf, surtout sur le marché internet et des céramiques, ça sert à rien. Après une certaine accalmie cet hiver, le marché des fausses montres repart à la hausse. Ça, c'est dû à nos expertises sur le terrain, nous le constatons tous les jours. Ensuite, il y a eu une petite amélioration de ces fausses montres au niveau de la typo, mais c'est loin d'égaliser et voire impossible d'égaliser la qualité Rolex. Voilà un exemple de fausse montre sur Internet. Voilà. Déjà, au niveau du visuel, je m'aperçois que la montre est fausse. Je vous dirai pas trop pourquoi, mais les volumes ne correspondent pas, la céramique ne correspond pas, la typo ne correspond pas. Une montre qui vaut 18-19 000, qui est affichée 15 000, c'est l'alarme. C'est le doute. Et moi, je le vois déjà au visuel. Ok? Voilà le cas typique d'une fausse montre. Mais ça, c'est une belle escroquerie. Voilà. Ces fausses montres de qualité, je parle, valent 1 000 €. 1 000 € vendus 15 000, l'affaire est bonne. Hein. L'affaire est bonne. Vous voyez un peu ce marché-là. Nous, on l'observe au magasin, les expertises augmentent. Vous avez des journées, on fait 15-20 expertises. Et on s'aperçoit que vous avez 30% des montres qui ne sont pas bonnes. On peut acheter sur Internet, on peut acheter à des particuliers, mais surtout expertiser avant de payer. Voilà, on voit trop de dégâts. On voit trop de dégâts. Déjà au visuel, la typo complètement à côté. Ensuite, vous avez une chose, la couleur de la céramique n'est pas bonne. La typo de la graduation n'est pas bonne. Vous prenez la lunette, c'est pas bon. Et malheureusement, vous la retournez et boum, vous tombez sur un vrai mouvement. Ça, c'est un cas typique. Ça, c'est très vicieux parce que la montre est entièrement fausse. Vous voyez. Par contre, vous retournez et le mouvement est vrai. Vous vous rendez compte? C'est le tout nouveau mouvement, le 32-35, avec une précision parfaite. Vous avez une fausse montre avec un vrai mouvement. Rien que le mouvement, le vrai mouvement, il vaut 2 500 à 3 000 €. Mais je pose la question, que fait un vrai mouvement sur une fausse montre? En plus, ces mouvements-là, vous les trouvez sur Internet à vendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors n'importe qui fait n'importe quoi. Ou je vous dis la deuxième solution, c'est une montre volée, ils ont repris le vrai mouvement, ils l'ont placé sur une fausse montre. Ça, c'est pour planter l'expertise des horlogers. Mais ça, c'est grave. Mais c'est très vicieux. Ce phénomène-là, il nous est arrivé il y a 1 an. J'ai un client avocat qui négocie une Rolex, exactement la même. Son horloger est ouvert, mais nous sommes fermés le lundi. Donc il rentre, il arrive mardi matin à l'ouverture, il me dit j'ai un doute. Donc on ouvre, c'est la première il y a 1 an de constatation. Depuis, sans exagérer, on a dû en voir 15 ou 18. Un horloger, quand il fait une expertise, il se focalise sur le mouvement. Et beaucoup d'horlogers ont dit le mouvement est bon, la montre est bonne. Nous, on a une connaissance beaucoup plus vaste. On connaît les aciers, on connaît les typos, on connaît les volumes. Et c'est ça qui fait la différence. Je voulais vous parler d'une vente historique qui va avoir lieu dans quelques semaines à New York par la maison Sotheby. Cette montre est une Rolex Daytona avec le mouvement Zénith, portée par Paul Newman, acteur mythique, amateur de course automobile. Il remporte une course Daytona Beach. C'est à cette occasion-là que Rolex lui offre un Daytona. Daytona qui est un modèle réservé aux pilotes, hein, pas aux marins, aux pilotes. Voilà. Donc la vente va être très intéressante. Là, c'est l'arrivée de la course avec sa Newman qu'on vient de lui offrir. C'est historique.
Je pense qu'elle est estimée entre 800 000 et 1 million de dollars, mais elle peut faire plusieurs millions de dollars. Parce que c'est la dernière Daytona qui portait. Mais cette montre-là, une fois qu'elle aura battu ses records, on pourra la baptiser Paul Newman. C'est ça l'intérêt. C'est du marketing et ensuite, ces prix records-là, ça tire tout le marché par le haut. C'est ça qui est fabuleux dans Rolex. Et maintenant, je tenais à vous raconter la fabuleuse histoire des GMT Pepsi. J'ai réuni un panel de modèles avec certaines pièces en transition. Sur chaque pièce, je vais vous expliquer l'histoire de ces montres-là dans l'historique Rolex. Déjà, pour commencer l'histoire de la Pepsi, on démarre sur la référence 6542, ce que porte le Che. Voilà, ça, il ne reste plus de montres en bon état, très peu. J'en ai vu une passer où Rolex avait amélioré la synthèse de la lunette. Elle avait fait un prix record il y a 3-4 ans à Genève. Ça, c'est en partie détruit à cause de l'intensité du radium. C'est-à-dire qu'on va y arriver une montre comme ça. Il n'y a pas longtemps, pour un commissaire-priseur, j'ai estimé une 6542 qui était toute bonne. Si on devait donner un degré d'état sur 20, elle était à 10 sur 20. Le commissaire-priseur s'est rassuré sur mon expertise. Il m'a dit prends une ligne. J'ai dit non, j'achète pas ces produits-là, ils sont pas assez beaux. Ensuite, j'ai dit mais rassure-toi, ta montre, tu vas la vendre. Et il a fait 115 000 ou 120 000, vous voyez. Alors moi, acheter une montre comme ça, qui est historique, qui est à moitié détruite, non, je peux pas. Je veux de l'historique, je veux du beau. Voilà. Ça, c'est notre politique. Nous allons commencer sur les dernières laquées. Voilà, une Pepsi laquée, parfaite, bracelet jubilé. Produit très rare, parce que les belles laques, il nous reste quoi? 15-20% de beaux produits. Alors sur chaque pièce, nous annonçons la frappe fond de boîte. Cette montre a été frappée en 66 et revendue 1 ou 2 ans après. Montre très intéressante, c'est du très haut de gamme, c'est de la très grosse collection. Ensuite, l'évolution de ces modèles-là, une montre surprenante qui a été fabriquée que pendant 3 ans, la Longueux. Alors la Longueux, c'est un cadran, nous avons répertorié le cadranier. C'est un cadran, beaucoup de cadraniers chez Rolex faisaient des signatures invisibles, comme Stern. Alors ce cadranier-là, eh ben, sur Rolex, il a terriblement allongé le E. On appelle ça une longueux. Alors la longueux, ça arrive juste après les laqués, mais c'est que 3 ans de fabrication. Voilà l'histoire de cette montre-là. Ensuite, nous attaquons les Pepsi, toujours, avec les Mark 1, c'est-à-dire index non cerclé. Vous voyez très bien que, pensez à une chose certaine, c'est que ce cadran-là, quand il est né en 71, il était tout noir. Grâce au tritium, il est anthracite. C'est des montres qui prennent des patines. Donc c'est plus des montres pour moi, c'est des œuvres d'art. Alors naturellement, qualité. Dès que ces montres-là sont touchées, c'est terrible. Il en reste très peu. Là, c'est toujours pareil. On travaille sur 20% de pièces d'origine et de qualité. Parce qu'il ne suffit pas que ça soit d'origine. Si la montre a pris l'eau, que les index sont grattés, qu'il y a eu des repeints, c'est foutu. Donc il faut rechercher la qualité, pas forcément les papiers. Parce que le côté rare de ces choses-là, c'est d'abord la rareté et la qualité. Après, les papiers rajoutent un supplément de 4-5 000. Ça, je l'avais expliqué dans une vidéo. Ensuite, vous passez à un modèle très intéressant. Fabrication, les premières 77, elles se terminent en 79. C'est un cadranier qui gonflait les index, qui faisait des index beaucoup plus larges. Donc une très belle lecture du cadran. Ensuite, un modèle très intéressant et très rare, c'est que dans cette référence-là, 16750, ils sortent pendant 5 ans ce qu'on appelle une glossite. C'est-à-dire qu'ils commencent à cercler les index, qui sont toujours au tritium. Ils les cerclent, ces cerclages, ce certier est en anglais. Mais ils appliquent une peinture vive, ce qu'on appelle une glossite. Alors ça, c'est très rare à trouver parce que deux cadraniers ont travaillé sur ce modèle-là. Et vous avez malheureusement un cadranier où tous les cadrans ont viré. C'est-à-dire que vous avez 50% de ces pièces-là où le cadran n'est plus d'origine et on tombe en cadran de remplacement. Ça, c'est terrible. Mais ça fait une bonne cote à la montre. Ensuite, on attaque, à partir de 88, 89, les premiers verres saphir. Alors, les premiers verres saphir commencent en 88, 89. Ensuite, vous avez ces modèles, Pepsi Coke, qui arrivent en 88, 89. Sur 2 références, 16710, 16700, avec entre les deux un changement de date différent. La 16700, il l'arrête en 99. La 16710, il la finissent en 2008 sur la fameuse Colombine. Colombine, c'est très rare parce qu'ils ont adapté le nouveau mouvement pendant 8 mois de la prochaine céramique qui sort. Voilà. Ça, c'est un panel très intéressant. La GMT Pepsi,
a été conçue pour les navigateurs, les aviateurs. Ils avaient besoin d'un GMT. Également les marins. Les marins ont besoin d'un GMT en se déplaçant dans les océans. Et ça, c'est le but de cette montre-là. Le GMT, c'est un deuxième fuseau horaire. Par exemple, sur un réglage du GMT, on prend l'heure de Paris et le garçon de Paris s'envole sur New York. Donc, qu'est-ce qu'il fait? New York, 6 heures de moins, il règle sa lunette. Sur 6 heures de moins, c'est-à-dire 1 heure de l'après-midi, il ne touche plus à rien, il part de Paris. Cette aiguille rouge GMT lui indique l'heure de New York sur la lunette, le bezel en 24 heures, et il garde l'heure de Paris. Voilà, ça c'est un des premiers réglages de la GMT. Il faut savoir aussi que ces GMT sont des montres extrêmement agréables à porter. Elles ne sont pas très épaisses, elles sont légères mais d'une grande résistance. Ces aciers sont extraordinaires. Ça c'est des aciers qui ont été testés par Rolex en permanence. Et c'est vraiment très 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 agréable à porter. C'est un peu moins épais qu'une sub, mais c'est... Voilà. Alors, il faut savoir aussi que l'insert n'était pas référencé, sauf sur les Pepsi. À partir de 83, à partir des Fat Lady, vous aviez par exemple beaucoup de concessionnaires qui offraient les inserts. Dans les années 2000, ils offraient les inserts. Mais un exemple, vous voyez, ici vous avez un insert noir. On va la placer sur, par exemple, une Pepsi de l'époque, 2005. Vous voyez? On va la placer ici. Vous aviez Coke, Pepsi ou noir. En noir, cette montre-là est invendable. Les inserts noirs n'en font cadeau. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui achètent ces montres-là, ils veulent de la couleur. En insert noir, vous passez à 4 mètres de moi, je me dis, au visuel, tac, il a une subdate. Et les gens ne veulent pas, parce que souvent, les gens qui ont acquéreurs de Pepsi ont des subs. Vous voyez, le chemin courant, c'est une subdate, ensuite une Pepsi. Mais maintenant, vous êtes directement des gens qui achètent des Pepsi. Attention, la Pepsi, elle accroche l'œil. C'est pas une montre d'introverti, hein. C'est ces couleurs-là, créées par Rolex. Donc, vous voyez, par exemple, une Pepsi insert noir. Ben, l'insert noir, sur un modèle comme cela, eh ben, on va en faire cadeau. Parce que pour nous, c'est pas commercial. Les montres que vous trouvez aujourd'hui neuves en magasin Rolex n'auront jamais plus d'âme, jamais, jamais. Elles auront une cote, ça sera toujours du dollar, de l'euro sur du professionnel, ça sera une forme de monnaie, mais elles n'auront jamais ces âmes de ces pièces-là qu'il faut protéger, qu'il faut absolument protéger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je viens de vous citer une petite partie, une petite facette sur les Pepsi de toute l'histoire Rolex. Alors, il faut savoir que l'histoire Rolex, c'est la plus fabuleuse histoire de l'horlogerie. C'est incroyable. Et moi, ce que j'adore, c'est vous communiquer tout ce que je connais de façon à ce que vous appreniez ce que c'est que le beau. D'ailleurs, dans toute ma carrière, je suis rentré sur Rolex en expertise sur des pièces en 92. Mais je peux vous dire que j'ai formé des dizaines, voire des centaines de clients qui sont capables, et qui ont rejoint le club des collectionneurs, d'acheter une montre à New York, qui se promènent avec leur loupe, qui demandent à ouvrir les montres. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une énorme satisfaction. Parce que ces gens-là, ils ont rejoint le potentiel collectionneur. Et c'est ça qui est extraordinaire. L'intérêt. J'aurais communiqué ma passion. Et cette passion, j'ai semé et j'ai récolté. Voilà. Et ça continue. Merci pour votre fidélité et à bientôt.